Étonnante jeunesse que celle de Jean-Frédéric Poisson, et adolescence plus étonnante encore, pour un homme politique du moins. En voilà un qui aura connu non point certes la pauvreté, mais la vie des moins favorisés, l'univers déjà dur dans les années 70, des banlieues, des barres d'immeubles, des cages d'escalier où l'on a même quelquefois besoin de faire le coup de poing, et qui aura connu, il faut bien le dire, une certaine marginalité. Tout cela jusque sur Vienne, au beau milieu d'un cours de philosophie, tandis qu'il vient d'avoir 19 ans, une illumination soudaine, une révélation proprement divine, brutale et magnifique, qui traversera et redressera ses jours. Écoutons ce récit, filmé près de chez lui, dans la salle du conseil de l'hôtel de ville de Rambouillet. Jean-Frédéric Poisson, bonjour. Bonjour. Nous continuons notre conversation. Nous avons vu, pour ceux qui l'ont déjà regardé, ont passé en revue votre enfance. En grande partie, elle se déroule dans une ville de banlieue, Villeneuve-la-Garenne. C'est rare pour un homme politique de bien connaître l'existence de la plupart de ses contemporains, plutôt dans une famille modeste. Presque pauvre, mais enfin, en tous les cas, très modeste. Très modeste, oui. Très modeste, oui. On n'a jamais manqué à manger. On n'a pas toujours eu de l'eau chaude et du téléphone, ni de l'électricité, mais enfin, on a toujours mangé. Non pas turbulent, mais très indépendant d'esprit. Vous séchez les cours, vous lisez beaucoup. On ne voit pas très bien ce que peut être votre avenir, mais tout à coup, vous êtes toujours resté là-dessus. J'aimerais y revenir, si vous voulez bien. Il se passe quelque chose dans votre vie. Vous venez d'avoir 19 ans. En janvier, le 30 janvier 82, en cours, un matin, vous étiez déjà chrétien, vous aviez l'intuition d'une transcendance et d'un monde, au fond, d'une certaine façon trop parfait pour être spontané. Bien. Mais il se passe autre chose. Lorsque j'ai arrêté d'aller à l'école complètement pendant une demi-année scolaire. Ah oui. Oui, l'année de mes 17 ans. Je n'en pouvais plus, je venais de me faire renvoyer de 2 lycées consécutivement en quelques semaines. J'avais une aversion pour les mathématiques que je ne comprenais pas, les sciences que je ne comprenais pas. Ce que je faisais à l'école ne m'intéressait pas, donc j'ai décidé, tout seul comme un grand, d'arrêter l'école. Au désespoir le plus total de mes parents, qui étaient les pauvres désemparés. Quand je pense à tout ce que je les subir aujourd'hui, j'en souffre moi-même et j'ai presque honte, mais bon. Donc j'ai fait des petits boulots, j'ai livré des fleurs, j'ai distribué des prospectus, j'ai vendu des sérigraphies dans les cages d'escalier de la banlieue parisienne, j'ai lavé des voitures, oui, j'ai déchargé des camions sur les marchés le matin, etc. Voilà. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Et puis je suis parti, j'ai décidé de partir... En tout cas, dans le milieu politique, c'est rare. Peut-être, je ne sais pas, oui, mais... Et puis j'ai décidé de partir de chez moi. En juin 80, je décide de partir en vacances. Voilà, je pars de chez moi, j'ai une busette. Voilà, j'étais pas tout à fait habillé comme ça, certes, mais enfin, j'avais pas beaucoup plus d'affaires que ça. Partir en Vendée ? Pas un rond, évidemment, et je pars en Vendée parce que c'était ma terre d'adoption, et je passe 2 mois voilà, comme on peut l'été, comment dit-on ça, à la cloche de bois. Oui. Bon. Et puis au bout de ces 2 mois, un certain nombre d'épisodes, d'une certaine manière, je viens à récipiscence, de manière pas complètement consciente, et je me dis, bon, tu vas pas pouvoir faire ça quand même toute ta vie, donc faut être un peu sérieux. Maman, qui était désespérée et qui a vraiment tout fait pour que je revienne dans un chemin un peu plus droit, m'a beaucoup poussé là-dessus, elle s'est beaucoup démenée pour que je puisse trouver une école, et de guerre lasse, je décide de retourner à l'école. Là, volontairement, je vous coupe. Parce oui. Que mais je prends un peu de chemin parce que je vais arriver à la philosophie. Très bien, je vous dans poserai une question. Finissez. Là, je retourne à l'école et je dis, bon, il va falloir avoir un métier, faut être sérieux quand même. On peut pas vivre toute sa vie à faire garçon de plage, surtout en mars, en Vendée. Garçon de plage, c'était un métier qui était assez difficile à exercer. Bon. Ou garçon de café, enfin, j'ai fait tout ça pendant ces vacances-là, bref. Et je retourne à l'école en me disant, voilà, je vais faire ce que je sais faire le mieux, donc je vais devenir professeur de langue,
puisque je parlais très très bien l'anglais et l'allemand déjà à cette époque-là. Donc je retourne, je vais au plus facile. Je vais en première section littéraire, je vais faire des lettres, je vais faire des langues, je vais faire des mathématiques que je comprends, que je maîtrise, et ça ne me demandera pas d'effort, et je vais aller en pente douce, pour ne pas dire en roue libre, jusqu'au bac, à l'université, je passerai le diplôme qu'il faut, je deviendrai prof, tout va bien. Ah, c'était professeur. J'ai toujours eu, je ne sais pas pourquoi, cette envie de transmettre. Depuis que moi j'ai jamais voulu être médecin, pompier, pilote de chasse, non. Moi, depuis très très longtemps, j'avais la volonté de transmettre des choses que j'ai reçues, et donc pour moi, l'incarnation de cette capacité de transmettre, c'était le métier d'enseignant. Donc j'ai fait une année de première à lycée Montalembert à Courbevoie, près du pont de Levallois. Là aussi un peu chaotique, enfin j'y vais pas, je suis là, je suis pas là, j'ai encore failli me faire renvoyer du truc alors qu'il m'avait donné la dernière chance de ma vie. Ah oui, il fallait pas jouer. Par le col, et j'arrive en terminale. Alors j'avais travaillé très correctement, j'avais un professeur de français, monsieur Moreau, il doit être ou très âgé ou décédé maintenant, Michel Moreau, un agrégé de lettres extraordinaire. Quand j'ai eu des cours de littérature en licence en Sorbonne, c'était moins bon que ce que j'avais en première avec ce monsieur Moreau. Bref, donc j'ai une très bonne année d'anglais, de langue, etc. Je me suis un peu promené sans beaucoup d'efforts, il faut bien le reconnaître, en disant, bon, je continue sur ma trajectoire, je passerai mon bac, très bien. J'arrive en terminale et je découvre la philosophie. Flash. J'ai l'impression que j'avais cherché ça sans savoir ce que c'était, et ça m'était donné là. Ça a été une espèce de d'éblouissement. Mais c'est ça que je cherche en réalité. J'ai compris rétrospectivement, quand je lisais les poètes, quand j'essayais de comprendre, alors j'avais sur ma table de chevet, j'avais commencé en classe de première à lire des trucs qu'on lit en principe pas, en tout cas qu'on ne comprend pas à cet âge-là, je peux en témoigner, il a fallu que je relise après pour... mais j'avais Nietzsche, Bakounine sur ma table de nuit, et je lisais tout ça avant, en comprenant la moitié, le quart ou le tiers, mais il y avait quelque chose dedans qui... Oui, parce qu'il y avait une vision du monde, il y avait une révolte, il y avait une volonté de faire quelque chose de sa vie, de contester l'ordre établi. Ça, c'était pour Bakounine les théoriciens anarchistes, qui sont des crapules quand même, hein, qui n'étaient pas des... Voilà. En tout cas, des gens peu recommandables pour Bakounine, en tout cas. Bref. Et puis, voilà, c'est ça qui m'a réconcilié d'une certaine manière avec le travail scolaire. Et alors, j'ai fait une année de terminale comme jamais je n'ai fait d'année scolaire. Heureuse. Ah non seulement heureuse, mais je peux le dire, on a le droit à 15 secondes d'immodestie, donc je vais les prendre maintenant, si vous voulez bien, dans les 4 heures. J'étais le meilleur élève du lycée. Tout à coup. Oui. Le meilleur élève du lycée. Pourquoi ? Parce que la philosophie est devenue ma respiration. J'ai fait toutes mes copies, en histoire, en géographie, en langue, avec la manière de raisonner, de réfléchir, que j'acquérais petit à petit en philosophie. C'est très important ce que vous nous dites là, parce que nous en étions restés à ce moment sur lequel je revenais, c'est-à-dire la révélation. C'est en janvier. En septembre précédent, vous aviez pas tout à fait 19 ans, oui. Encore 18 ans. Il y a déjà une première révélation, tout à coup. C'est que une vocation s'installe en vous. Sans doute. La philosophie... Ou alors s'installe, ou en tout cas elle se découvre. Elle vous porte. Oui. La période devient beaucoup plus éclairée. Et il y a 2 révélations qui se catapultent, mais on peut penser que c'est une seule. C'est sans doute la même. Et oui. À mon corps défendant, à mon esprit défendant. Dieu vous parle, mais vous étiez prêt à l'écouter parce que la philosophie, tout à coup, ou le savoir, ou la connaissance, ou la réflexion, ou le sens, tout simplement, vous habitiez. Un de mes amis anciens dirait, s'il était là, que y a quelque chose chez moi qui relève d'une envie de bouffer le monde. Oui. J'ai envie de comprendre. Je suis curieux de tout. Je m'intéresse aux compétitions d'aviron. Je lis le journal de l'Équipe tous les matins jours, depuis 40 ans. Oui. Depuis 40 ans, tous les jours. Encore ce matin. Je m'intéresse aux compétitions, à la musique classique. Je joue au bridge, aux cartes. Tout m'intéresse. La cuisine, les vins, le whisky, tout m'intéresse. Les gens. J'apprends. Je n'ai jamais cessé de travailler, jamais cessé d'apprendre. Jamais. Et la philosophie. J'ai découvert grâce à mon professeur qui était mon maître. Non, ça c'est mon professeur de littérature en première. Ah oui. À mon professeur qui est mon maître et mon ami, professeur de philosophie en terminale. Comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Serge. Et au fond, ce qui est troublant dans cette affaire, c'est que ce cours du 30 janvier 82 au matin. Oui.
il a un titre. Il s'appelle « Regret, remords, repentir ». Et comme tout bon professeur de philosophie qui se respecte, il fait apprendre à ses élèves les différents états de la conscience à l'égard du passé. Donc on est en morale, et donc on réfléchit sur ces 3 mots. Et c'est quand on arrive au repentir que le déclenchement se fait. Et la minute, l'étincelle, oui. Elle arrive au repentir. Comme une espèce d'évidence, bien sûr, c'est pour moi. Mais repentir ou pardon? C'est pareil. C'est ça. C'est la même chose. C'est la même chose. Dans les hommes, il peut y avoir une différence. En Dieu, il n'y en a pas. Celui qui se reprend est pardonné instantanément. C'est ça que j'ai compris. Immédiatement. C'est ça que j'ai compris. Il n'y a pas à supplier d'être pardonné, on l'est. On l'est. C'est ça que je comprends ce jour-là. Au-delà de tout ce que j'ai pu approcher, alors confusément, même si j'avais petit à petit noué avec ce qu'on appelle les poètes maudits, c'est-à-dire ce magnifique trio Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, qui encore aujourd'hui fait partie de mes goûts et de mes passe-temps favoris. J'ai ajouté depuis Mallarmé, Apollinaire et quelques autres. C'est la même époque à peu près. C'est la même, Apollinaire un petit peu plus tard, c'est ça. Oui. C'est la Troisième République, en somme. Oui, c'est ça, quelque chose comme ça. Même si c'était assez loin de leurs préoccupations, en fait, la Troisième République, c'est beau de dire, c'est plutôt le Second Empire, mais ça commence, bref. Et au fond, ce que j'avais approché dans cette fréquentation de la poésie, de la littérature, je le comprenais maintenant. Voilà, j'étais sans doute en train de chercher sans savoir. Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé, dit le Seigneur à quelques-uns de ses... Voilà. C'est ce qui m'est arrivé. Donc je cherchais sans savoir, en tâtonnant, en cognant la tête contre les murs, ou comme les mouches, vous savez, contre les vitres des fenêtres qui sont fermées. Mais j'étais pas obsédé de ça, j'ai cherché sans doute d'une manière qui était la mienne, elle n'est pas meilleure ni pire qu'une autre. Certains cherchent comme quelques grands convertis, Charles de Foucault, Claudel, en rentrant dans une église sans très bien savoir pourquoi, et puis ça les fout droit, voilà. Ou Saint François d'Assise, qui découvre cette chapelle, bon. Saint Paul qui est foutu, qui est par terre de son cheval. Alors non, les Actes des Apôtres ne mentionnent pas le cheval. Ça, c'est la tradition de la peinture classique qui nous fait dire qu'il y a un cheval, mais quand vous regardez le récit des Actes des Apôtres, il n'y a pas de cheval, il tombe. C'est encore plus beau. Il n'y a pas de cheval, et voilà, il tombe. Ouais. Bon. Et ben moi, je ne suis pas tombé, mais sinon des nus, mais voilà, ça a donné le sens de tout ce qui a précédé sans doute. Et ça a remis en perspective tout le reste. Et depuis ce jour-là, 2 choses pour moi se sont imposées. La première, c'est que même comme président de la Maison des Jeunes de Villeneuve-la-Garenne, que j'allais devenir quelques jours ou quelques semaines plus tard, le fait d'aider les jeunes qui ne savent pas faire leurs devoirs à les faire, le fait de monter des cours d'alphabétisation, de participer à l'orientation des jeunes qui étaient pour certains plus âgés que moi, et qui étaient déjà perdus dans l'existence, d'organiser les loisirs de quelques autres, alors, etc. Alors, il y a un lien entre oui, bien sûr, cette foi, qui cette fois est certaine et qui ne bouge plus, qui vient du pardon, c'est très étonnant, de la miséricorde. Je crois qu'il faut dire le mot miséricorde est merveilleux. Exactement. Exactement. Peut-être parce que vous sentiez en vous-même que vous aviez des choses à vous faire pardonner. Mais sûrement, c'est clair. Votre culpabilité vis-à-vis de vos parents qui s'est s'inquiéter. J'ai jamais fait le détail ou l'inventaire de ça, mais oui, vous savez, chez l'adolescence, c'est la période de la vie par excellence pendant laquelle on ne s'aime pas. Oui. Il y a des tas de raisons physiologiques, psychologiques, historiques, d'âge, etc. Oui, c'est vrai. Mais là, tout à coup, c'est fini à 19 ans. Oui, parce que si Dieu lui-même vous aime, pourquoi ne pas vous aimer vous? Enfin, ça n'a pas de sens. C'est pas. Et physiquement, on sent quelque chose qui change aussi physiquement. Je saurais pas vous dire ça. Vous devenez plus calme, ou l'étiez déjà? Non, j'ai jamais été nerveux. Je suis, comme vous avez dit tout à l'heure, un très grand secondaire. Oui. Je suis resté d'ailleurs avec le temps. Je ne suis pas moins révolté, enragé ou en colère intérieurement devant le monde qui se déroule sous nos yeux et tout le mal qu'on fait aux hommes, mais disons que ça prend aujourd'hui d'autres moyens, où l'expression prend d'autres vecteurs. Et alors là, vous vous engagez, donc vous parlez de la Maison des Jeunes, vous devenez peu de temps après président... J'étais secrétaire déjà de l'association. Président de la Maison des Jeunes. J'en deviens président, c'est ça, quelques mois, quelques semaines. Pour aider les autres.
Oui, parce qu'à l'époque, il y a toujours un peu, mais c'est devenu beaucoup plus compliqué maintenant, les maisons des jeunes d'aujourd'hui. C'était cette espèce de... Nous sommes seulement 14 ans après la loi Malraux, hein, qui les met en œuvre. C'est frais encore. Donc tout ça, enfin la loi Malraux, l'intention de Malraux, avec cette idée que c'est en donnant accès à la culture à des gens qui spontanément pensent qu'elle n'est pas faite pour eux, qu'on améliore leur sort. C'est une très belle idée, je pense qu'elle est très juste. Et dans le mot qu'il faut entendre, le mot culture au sens large, c'est-à-dire c'est aussi la pratique de loisirs communs, mais tout ça orienté vers la vie de l'esprit malgré tout. Et dans cette maison des jeunes, nous avons deux types de publics. Il y a ceux qui accèdent à la culture et qui veulent pratiquer des loisirs. Alors, c'était la période, nous sommes un an après l'élection de François Mitterrand. Un peu à gauche. Ministère de la Jeunesse et des Sports qui distribue des ordinateurs partout, des subventions partout. On a monté une radio libre, on a monté les premiers ateliers informatiques avec des crayons optiques. Alors, c'est les deux jeunes techniciens qui sont avec nous, les crayons optiques, c'est un truc... Non, c'est même pas le Moyen-Âge. Enfin, le Moyen-Âge, c'est encore récent par rapport à ça. Enfin, d'écrivez, bref. Il fallait 45 lignes de programme pour additionner 2 et 2, et on n'était pas sûr que le résultat sorte à 4 malgré tout. Donc, enfin, c'était vraiment la préhistoire de l'informatique pour nous. On a fait tout ça. Mais on a aussi organisé des concerts, des tournois de belote, des tournois de pétanque, de boules, des cours de boxe français. Enfin, une maison des jeunes, c'était des vacances aussi. À un moment où ça, c'était pour la DAS. Avec les enfants de la DAS. Avec les enfants de la DAS, vous avez été animateur et responsable de colonie de vacances. Absolument. Toujours un engagement là. Oui, parce que j'avais, comme je l'avais dit dans la conversation précédente, au fond, cette idée qu'il faut que la révolte... Ça ne sert à rien de se révolter pour se révolter. Enfin, il y a un moment, il faut en faire quelque chose. Ou alors, vous avez juste temps à perdre, mais... Bon. Donc, il faut que ça se canalise d'une certaine façon et que ça aboutisse à quelque chose. J'ai trouvé ça, moi, dans le service à mes contemporains, parce que les choses se sont présentées comme ça. Et donc, je suis rentré dans cette maison des jeunes, parce qu'il y avait quelque chose à y faire, et ils cherchaient des jeunes pour l'animer. J'étais à l'époque le plus jeune président de Maison des Jeunes d'Île-de-France, et sans doute de l'Île-de-France. Notre conseil d'administration de 21 personnes avait un moyen d'âge de 21 ans. Donc c'était les Maisons des Jeunes, faites par les jeunes, pour des jeunes. Le directeur qui était très vieux en avait 32, lui, c'est pour vous dire s'il était déjà croulant. Bon. Maison des Jeunes et de la culture. Et de la culture, c'est ça. Et donc on a fait toutes ces choses-là dans une espèce de foisonnement de l'époque un peu fou, un peu bon. Mais... Et vous passez votre baccalauréat quand même. Ah oui, j'ai passé mon baccalauréat que j'ai eu tranquillement. Oui, tranquillement. Et donc j'ai commencé mes études de philosophie en septembre. Et le directeur de Montalembert à l'époque, le lycée où j'étais, il était désespéré. Il voulait m'envoyer à tout prix en Cagne ou en Hippocagne. Et je le revois encore dans son bureau le jour où il m'a dit « Bon, alors, vous voulez envoyer votre dossier dans quelle Cagne ?» Bon, je lui ai dit « Monsieur, je vais aller faire de la philosophie à l'Institut de philosophie comparée à Paris. » Il m'a dit « C'est une blague. » Le fameux IPC. Le fameux IPC. Il dit « C'est une blague. » Je dis « Non, c'est très sérieux, monsieur. » Un institut privé catholique. Alors, il est d'inspiration catholique, mais il est inconfessionnel. Dans ses statuts, en tout cas, il n'y a pas de lien canonique avec l'Église de quelque manière que ce soit, mais l'inspiration est très clairement thomiste et non seulement chrétien, mais thomiste. Oui, absolument. Oui. Et donc, je fais mes études de philosophie, je démarre des études de philosophie. Aucune hésitation, là, il n'était pas question de faire autre chose. Non. J'avais, encore une fois, je suis rentré à l'IPC pour devenir professeur de philosophie. Je ne ferais, je mets un S, je parle au conditionnel parce que je me situe à l'époque, je ne ferais rien d'autre, c'était pas la peine d'essayer d'expliquer qu'il fallait aller à tel endroit, puis j'étais déjà suffisamment indépendant d'esprit pour ne me faire dicter ma conduite par quiconque, donc j'avais décidé que j'irais à l'IPC, donc j'irais à l'IPC. Ma décision était prise au mois d'avril, quand j'ai rencontré le doyen André Clément, qui est décédé il y a quelques mois, et à qui nous devons tous tant. André Clément, grand personnage. André Clément, qui a été le fondateur et le doyen de l'IPC pendant une trentaine d'années. Voilà, qui nous devons... environ 1500 étudiants maintenant, 1500 anciens, nous devons beaucoup de ce que nous sommes grâce à sa détermination, celle de son frère Marcel. C'est presque une confrérie, les anciens de l'IPC, non ? Oui, certains disent même que c'est une mafia, c'est un peu exagéré, mais nous avons des signes de reconnaissance, oui, on y noue surtout des amitiés extrêmement durables, très profondes,
parce que on partage l'essentiel. Donc c'est quand on partage l'essentiel, vous savez, on se construit et individuellement comme à plusieurs. Ça va de soi. Et alors, ce qui va de soi aussi, c'est que vous quittez le foyer familial, non? Oui. Vous vous installez à Paris. Donc. À partir de la 3e année, oui, j'ai une chambre d'étudiant à Paris. À l'époque où on pouvait encore louer une chambre d'étudiant très correcte avec l'équivalent de 20% du SMIC, alors qu'aujourd'hui je vous mets au défi de trouver une chambre, même de bonne, à moins de la moitié du SMIC. Oui. Donc quand vous voyez la proportion, la façon dont elle a changé. Hors d'accès pour la plupart de nos contemporains. Vous comprenez pourquoi il faut des allocations d'étudiants, pourquoi il faut tout ça, parce que c'est impossible. C'est impossible. Ce qui fait beaucoup réfléchir d'ailleurs sur la question de l'échelle des salaires, sur l'augmentation des prix par rapport à l'augmentation des salaires. Enfin, c'est des considérations économiques sur lesquelles on viendra peut-être. Et politique sociale aussi. Et de politique sociale, bien sûr. Et donc, oui, dans le centre de Paris, je loue rue Vieille du Temple, dans le 4e arrondissement. Ah, bah, pas mal. J'ai en face de moi l'entrée de la rue des Rosiers et je vois les services d'ordre du Bétard qui tournent, qui patrouillent au-dessus de la synagogue pour protéger. Pour protéger, bien sûr, parce qu'on est quelques années après l'attentat de la rue des Rosiers. Et donc il y a encore une espèce de pression qui se comprend d'ailleurs. Bon. Et voilà, donc je passe ma vie, une vraie vie d'étudiant. Vous sortez? Oh, oui, mon Dieu. Jazz. Oui, ben, la rue des Lombards est tout près, vous savez. Voilà, la rue des Lombards, c'est ce que j'avais en tête. Haut lieu du jazz parisien. Un des hauts près lieux du Châtelet. Tout près du Châtelet, c'est ça. De l'autre côté du boulevard Sébastopol, je vois votre topographie. C'est tout à fait ça. Alors il y avait à l'époque le Baiser Salé, le Sunset. Il y avait cet établissement magnifique qui s'appelait les Trottoirs de Buenos Aires, qui était un le dimanche après-midi. Et il y avait des concerts de tango et des danseurs tango qui venaient. C'était absolument superbe. Oui. Bien sûr, le Petit Opportun qui est un... Enfin bref, voilà, j'ai écumé ce quartier comme bon. Quand je pouvais, parce que j'ai par ailleurs passé beaucoup de temps, je gardais des banques la nuit et le week-end pour des banques dont le système d'alarme. J'allais vous poser la question, comment on vit en gardant des banques la nuit quand le système d'alarme est en panne. Pour que la compagnie d'assurance puisse rembourser la banque en cas de problème, on envoie quelqu'un qui a surtout pour mission de ne rien faire. Sa mission, c'est d'être là et de dire voilà. Comme dans le guet de Paris au Moyen-Âge, il est 2 heures, bonnes gens, dormez, tout va bien. Donc toutes les 2 heures, j'appelais le central de surveillance pour dire tout va bien. Puis Pourtant, c'était un lieu un peu chaud, hein, quand même, dans les années 80, 90. Non, il n'y avait pas de. Alors, je me souviens d'avoir. C'était le début de Beaubourg. J'ai gardé. Alors, ça se faisait. Je pouvais aller partout. Hein. J'allais dans la lointaine banlieue de Paris, dans tous les arrondissements. J'ai même gardé la banque, le Crédit Lyonnais de la rue Blanc, le soir de ce fameux braquage là de 85-6, je ne sais plus, qui a fait des morts. Et c'est moi qui étais dans la banque ce soir-là, parce que le système d'alarme était une agence qui est dans le 16e arrondissement à Paris, pas très loin de la fac Dauphine, dans mon souvenir. Voilà, donc je faisais ça. Donc travailler, faire des études, l'IPC, c'était sérieux tout de même, c'était un peu astreignant. Ah hein oui, parce qu'en plus, on a gardé ça d'ailleurs. On a gardé ça dans la maison. On avait à l'époque 30 heures de cours par semaine. 9h midi, 2h, 5h. Et on travaillait chez soi. Et on travaillait chez soi, bien sûr, parce que... c'est terrible, la jeunesse. La philosophie, ça prend du temps. C'est le moment où on a le plus envie de faire des choses, de découvrir. C'est le moment où il faut travailler le plus. Et le moment où, quelquefois, il faut en plus gagner son pain. C'est pour ça que je remercie. Donc c'était des années dures. De m'avoir donné la capacité de dormir peu. Alors, il paraît que vous dormez 4 ou 5 heures par nuit. Oui, 5 heures, c'est beaucoup, mais plutôt 4, c'est ça, oui. C'est cette période de veilleur de nuit qui... Non, je pense que c'est congénital. C'est physiologique. Ça vient de la ligne maternelle. Mon grand-père était un noctambule déjà, maman aussi. Et je pense que ça s'est transmis de manière génétique. En tout cas, moi, de nous 4, les deux, moi-même et le deuxième de mes frères et sœurs, sommes de vrais noctambules. Le 3e et 4e, un peu moins. Mais on a récupéré ça. C'est de famille. Je me souviens, mon grand-père qui était maternel, je ne me souviens pas de l'avoir vu se coucher avant minuit, jamais. Et je dis minuit, ça devait être tôt, parce que moi... Même quand tu étais retraité en Vendée. Ah oui, non. Je se levais très très tard, il prenait son temps, mais très bien.
Mais non, c'est des couches-tard. Nous sommes des noctambules dans la famille. Alors, une question que j'ai envie de vous poser, mais je vous l'ai déjà posée dans une conversation privée précédente. Je vous ai demandé si la politique, à ce moment-là, vous titillez. Vous êtes étudiant dans les années 80, de Mitterrand règne, et vous m'avez répondu « j'allais à la messe ». Oui, ça c'est vrai. Enfin, j'ai voté pour la première fois de ma vie. En 81, vous votiez. En 81 à la présidentielle, j'avais 18 ans. Qu'avez-vous voté d'ailleurs? Blanc les 2 tours. Ah, déjà. Oui. Oui, oui. Je dis déjà, une preuve d'indépendance d'esprit, je veux dire. Oui, enfin tout ça. Ou de refus des partis. Je comprenais, oui, enfin puis je comprenais pas très bien. Enfin voilà, c'était encore pas. C'était pas votre truc, pas de toute du tout façon. mûr dans mon esprit. Bref. Non, j'ai jamais pensé moi à la vie politique. J'ai terminé mes études, j'ai fait un service militaire absolument passionnant dans l'armée de l'air ou sur la base aérienne d'Avord dans le Cher. Vraiment passionnant comme officier de réserve. Enfin, j'ai vraiment passé une année formidable. J'ai enseigné pendant 2 ans dans des conditions que l'histoire de la pédagogie ne retiendra pas, parce que même si je croise des élèves maintenant qui m'ont retrouvé depuis que je suis devenu un homme public et qui me remercient beaucoup de ce que je leur ai enseigné, etc. Donc ça me touche à chaque fois parce qu'on ne se rend pas compte de ça. On enseigne et puis ceux qui reçoivent et l'histoire en font ce qu'ils veulent. Hein. Ça nous appartient. Tout ce que vous avez dit d'ailleurs conforte l'opinion notamment d'un ami de TVL, Renaud Camus, qui pense qu'il faut supprimer le caractère obligatoire de l'école. Il faut qu'il y ait toute votre vie pourrait incliner dans ce sens, même si la mesure est discutable, montre que l'on apprend que si l'on veut apprendre tout simplement. Ah bah ça c'est sûr. Et l'enseignant le sait aussi. Ça. On apprend ce qu'on est incité à apprendre. Et il peut y avoir plusieurs modalités de l'incitation. Ça peut être par intérêt professionnel, par curiosité, par goût, par passion. Oui. Il y a plein de vecteurs. Il faut quand même une obligation. Je pense départ, oui, mais toute la question c'est le. Enfin, quand je suis rentré à l'université, donc en 82, on a eu dans les premières semaines une grande dissertation à faire sur le format universitaire, qui est assez différent d'une dissertation de philosophie de terminale. En réalité, le saut qualitatif est assez brusque. Bon. Dans la promotion dans laquelle j'étais, on était à peu près 2/3 d'entre nous, avec quelques indications de la part de nos anciens ou de nos professeurs, à être capables de s'en sortir honorablement sur ce premier exercice universitaire, et un tiers qui avait quand même un peu de difficulté. Je suis devenu président de l'IPC presque 20 ans plus tard, en 98. J'étais président de l'IPC pendant 3 ans, et administrateur un certain nombre d'années. La proportion avait diminué de moitié. Est-ce que ceux qui entraient étaient moins instruits, moins bien élevés, moins désireux de... Peut-être. Non, je ne crois pas. Mais ils sortaient de terminale en n'ayant pas appris à faire une fiche de lecture, là, en n'ayant pas appris à prendre des notes correctement, en ne sachant pas lire un livre en regardant la table des matières, ou en sélectionnant les chapitres ad hoc, etc., etc. Donc absolument pas préparés au travail universitaire, c'est-à-dire à ce qui est le cas de la majorité des étudiants aujourd'hui. Autonome des connaissances. Donc tout le problème, c'est pas que c'est comment donner le désir d'apprendre en réalité. C'est ça c'est ça que j'ai cherché pendant entre la 4e et ma terminale. J'avais envie d'apprendre des choses que je décidais moi d'apprendre, parce que comment dire, quand j'ai découvert Rachmaninov, et je me souviens très bien, c'était la première fois de ma vie que j'ai regardé l'émission Apostrophe avec mes parents, dont le générique était le premier concerto pour piano, le deuxième, pardon. Et qu'est-ce que c'est que cette musique, ça ? Donc, alors qu'est-ce que je faisais ? Moi, je me ruais dans les bibliothèques, même quand je n'allais plus à l'école, pour lire. Je voulais savoir qui c'était, enfin, d'où ça venait, d'où lui venait Bon. Ça, si ça vient tout seul ou ça ne vient pas, j'en sais rien, mais si les enseignants ne vous donnent pas cette envie-là de faire, et si par ailleurs vous êtes submergé par des tas d'options dans le désordre, que vous n'avez plus d'apprentissage enraciné dans une chronologie, dans un ordre de procédé, dans l'ordre d'un raisonnement, enfin, c'est l'ordre qui manque dans la pédagogie de l'enseignement, c'est pas autre chose que ça. Voilà. Mais les jeunes, ils ont envie d'apprendre, ils sont pas différents de ce que nous étions. Déjà une piste, je vous sens très passionné par les questions politiques. À l'époque, vous les teniez un peu à distance. Alors si, pardon, j'ai une petite anecdote quand même, parce que je lui ai encore raconté l'autre jour. Mon seul contact de l'époque avec la politique consiste à ce que, en 83, à la fin de la première année d'université, j'ai un de mes amis qui me dit « Tiens, ce soir, on va coller des affiches. » C'était les municipales. « On va coller des affiches, est-ce que tu viens avec nous ?» Je dis « Oui, si tu veux. » Moi, je ne sais même pas qui c'était. Bon. Il se trouve, je lui ai dit l'autre jour,
que Patrick Balkany, à l'époque, voulait récupérer la mairie de Levallois contre les communistes. Parfait-Jeance, le maire communiste de Levallois, c'était de l'autre côté de Montalembert. Alors j'étais déjà à l'IPC, mais je voyais très très bien où c'était. Et donc j'ai 2 ou 3 copains qui m'ont embarqué là-dedans en disant est-ce que de venir coller des affiches avec nous. Très bien, donc la première fois de ma vie que j'ai collé des affiches, c'était pour Patrick Balkany, il y a maintenant... Mais c'était pas votre truc. 37 ans, non. La politique, du tout. Mais non. Moi, l'action sociale, oui. C'est-à-dire, essayer d'améliorer le sort de mes contemporains, oui. Mais jamais, dans toute ma vie, d'ailleurs, j'ai fini mes études, j'ai passé ma maîtrise en 86 après mon service militaire, mon DEA en 90. Entre-temps, j'ai fait 2 années d'enseignement dont il n'y a pas grand-chose à dire, sinon que j'ai beaucoup aimé mes élèves et que certains d'entre eux me l'ont rendu. Je suis rentré en entreprise dans les ressources humaines, c'est là que je voulais faire carrière. Et exercer ce métier qui est le moyen dans les entreprises de s'occuper des gens. De s'occuper des gens. De s'occuper des gens. Voilà. Alors quand même, ça va devenir, pardon de vous couper, votre vie est riche, hein, vous n'avez que 57 ans, mais il y a beaucoup de choses à dire. Nous en viendrons dans notre prochaine émission à la fin de vos études, à vos premiers ouvrages, à cette frontière entre philosophie et théologie que vous découvrez à l'IPC. Vous êtes très passionné par les questions théologiques, nous y viendrons. Mais quand même, il s'est produit un autre événement dans votre vie. Alors, c'est pas, je vais galéger, c'est pas la rencontre avec le Très-Haut. Ah non, ça se produit qu'une fois et... Mais ça se passe dans un colloque en 93 et vous rencontrez quelqu'un qui va aussi beaucoup changer votre vie. Et cette fois, vous engagez dans la politique. Là, ça sera plus blanc, comme en 81. Vous vous engagez, vous rencontrez Christine Boutin. Oui, 93, je venais de quitter le groupe dont j'étais... Vous avez 30 ans. Et jeune directeur des ressources humaines, j'ai une 30aine d'années. Le groupe dans lequel j'étais était trop petit pour résister aux pressions de marché. Enfin, on est quelques mois après la dévaluation de la livre sterling et de la lire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et nous avions, nous, des marchés en Angleterre, en Italie. Donc on a pris effectivement plein pot ces 2 dévaluations. C'est le début du chômage des cadres. Enfin, je veux dire, c'est une période qui, pour les jeunes cadres comme moi, à l'époque, est assez difficile. Donc je quitte ce groupe et je suis donc demandeur d'emploi. Et puis, un certain nombre de mes amis me disent « Ah ben tiens, nous organisons un colloque, c'était Liberté politique, dont la revue existe toujours aujourd'hui. Nous organisons un colloque à Saint-Laurent-sur-Sèvre sur la politique telle qu'elle va, etc. » Donc dans le grand lycée qui est que connaît bien Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, enfin qui connaissait bien, je crois. Alors je ne sais plus s'il y a enseigné, s'il y a vécu, enfin c'était en tout cas... Grignon de Montfort. Il est lié avec ce lycée. Et alors là, pendant le week-end de la Toussaint, sur 4 jours, se déroule un colloque avec plein d'intervenants. Alors je ne sais plus du tout qui est venu pendant ce colloque. Je me souviens simplement que nous avons visité, les participants au colloque ont visité la Chaboterie, la propriété de... Philippe de Villiers. Alors pas de Philippe de Villiers, enfin c'est de l'ancienne propriété, c'était la Roche-Jacquelin ou Charette, un des deux voilà, mais qui est maintenant... bon, donc on a visité ça. C'était pour la première fois de ma vie que je voyais Philippe de Villiers en vrai ce jour-là, il y a donc 27 ans. Et alors, dans le déroulement des conférences, arrive une femme qui vient nous présenter le rapport Mattei qui venait de sortir sur la future loi de bioéthique qui arrivait en mars suivant, 94. Le début d'une grande aventure intellectuelle, ça, la bioéthique. Qui arrive en mars 94 devant l'Assemblée nationale. Et j'entends cette femme parler de la question centrale des lois de bioéthique, c'est-à-dire le problème du statut de l'embryon. Et en l'écoutant, je me dis, je ne peux pas la laisser toute seule, c'est pas possible. Alors je fais ce que je vois faire maintenant, une fois que j'ai fini moi de parler dans la réunion publique, je viens faire la queue pour aller parler au conférencier, à la conférencière en l'espèce. Donc j'attends que tout le monde passe. Parce qu'en général, c'est ceux qui arrivent en dernier qui ont le plus de temps, forcément, parce qu'on est toujours... Une ruse. Je vois d'ailleurs ceux qui... Bref, ça m'amuse parce que j'ai fait partie de ceux qui ont fait la queue pour aller parler au conférencier. Et je vais voir Christine Boutin, donc s'il s'agit d'elle, et je lui dis, voilà madame, j'ai entendu ce que vous avez dit, je partage 100% et vos analyses et vos conclusions. Je ne sais pas comment je peux vous soutenir, mais je suis un philosophe, moi, donc par hypothèse, je ne sais pas faire grand-chose, mais je sais lire et écrire, donc si vous voulez,
je mets ça à votre service. Et nous verrons dans notre prochaine conversation que ça tilte, comme on dit. Ça tilte, c'est ça. Entre Christine Boutin et vous, ouais. Vous avez à peine 30 ans. Et là, cette fois, nouveau changement dans votre vie, en tous les cas une prolongation. Vous commencez à faire de la politique avec elle, ce qui vous mènera très loin, objet de nos prochaines conversations, notamment à la mairie de Rambouillet, dont vous êtes maire quelques années plus tard après avoir été l'adjoint, et où nous vous retrouverons dans quelques temps pour poursuivre le récit de votre vie. Merci beaucoup, Jean-Frédéric Poisson. Merci.